Hiver 1943. Sur le front oriental, l'armée rouge fait face à un problème critique. Les nouveaux chars allemands Tiger et Panther dominent le champ de bataille. Les fortifications du Reich deviennent impénétrables. Moscou doit réagir. La réponse viendra sous la forme d'un monstre d'acier de 46 tonnes armé du canon le plus dévastateur de la Seconde Guerre mondiale, le IS-2. Un char capable de pulvériser un bunker en béton d'un seul coup. Voici son histoire. L'année 1943 marque un tournant décisif sur le front oriental. Après la bataille de Koursk en juillet, l'armée rouge lance une série d'offensives qui repoussent progressivement la Wehrmacht vers l'ouest. Mais malgré cette avancée stratégique, les ingénieurs soviétiques identifient un problème majeur. Les chars lourds KV-1, piliers de la force blindée jusqu'alors, ne peuvent plus percer les nouvelles blindages allemandes. Les Tiger 1, avec leurs canons de 88 mm et leur blindage frontal de 100 mm, ainsi que les Panthers, dotés d'une mobilité supérieure et d'un canon de 75 mm à longue portée, surclassent les blindés soviétiques. Les KV-1, pesant 47 tonnes, mais armés d'un canon de 76 mm désuet, se révèlent vulnérables et inefficaces. Sur le terrain, les commandants de chars rapportent leur incapacité à détruire les positions fortifiées allemandes qui se multiplient le long du Dniepr et en Ukraine. Au Kremlin, Staline convoque une réunion d'urgence du comité de défense d'État en septembre 1943. Le maréchal Kliment Vorochilov présente les statistiques alarmantes. Les pertes de chars soviétiques dépassent 3 pour 1 contre les blindés allemands dans les combats rapprochés. Le camarade Staline ordonne alors le développement immédiat d'un nouveau char lourd capable de rivaliser avec la meilleure technologie allemande. Les usines Kirov de Tcheliabinsk, rebaptisées Tankograd, reçoivent la directive prioritaire. Les ingénieurs dirigés par Joseph Kotin doivent créer un char combinant mobilité, protection et puissance de feu supérieure. Le défi technique est colossal. Concevoir un blindage capable de résister aux 88 mm allemands tout en maintenant une masse gérable. La solution émerge du bureau d'études. Un blindage incliné révolutionnaire qui augmente l'épaisseur effective sans alourdir excessivement la structure. Le choix de l'armement provoque des débats intenses parmi les concepteurs. Deux options s'affrontent. Le canon de 100 mm D10, plus rapide à recharger avec 3 coups par minute, ou le massif canon de 122 mm D25T, dérivé de l'artillerie de campagne A19. Ce dernier tire des projectiles de 25 kg, capables de détruire n'importe quelle cible, mais sa cadence de tir plafonne à 2 coups par minute. Après des essais comparatifs en octobre 1943, au polygone de Kubinka, près de Moscou, le choix se porte sur le 122 mm. La raison est pragmatique. L'armée rouge privilégie le pouvoir d'impact absolu pour briser les lignes défensives allemandes fortifiées en profondeur. Le prototype reçoit la désignation IS-2, acronyme de Iosif Staline. Les premiers tests révèlent des capacités impressionnantes. À 1500 mètres, l'obus perforant BR-471 traverse 160 mm d'acier homogène. Aucun char allemand ne peut résister à cette puissance. Le blindage frontal de la tourelle atteint 100 mm incliné à 60 degrés, offrant une protection équivalente à 200 mm contre les projectiles ennemis. Le moteur diesel V2IS de 600 chevaux propulse les 46 tonnes à une vitesse maximale de 37 km/h sur route. En décembre 1943, Staline approuve personnellement la production de masse. Les usines de Tcheliabinsk reçoivent l'ordre de suspendre temporairement la fabrication des T-34 pour concentrer toutes les ressources sur le nouveau géant. Les premiers IS-2 de série sortent des chaînes de montage le 31 octobre 1943, moins de 2 mois après la validation du prototype. C'est un effort d'industriel remarquable en pleine guerre totale. Laissez un commentaire avec le mot « forteresse » si vous connaissiez déjà l'existence du IS-2 et abonnez-vous à l'énigme militaire pour découvrir d'autres secrets de la Seconde Guerre mondiale que les documentaires classiques n'osent pas raconter. Tcheliabinsk, Oural, février 1944. Dans le gigantesque complexe industriel surnommé Tankograd, plus de 50 000 ouvriers travaillent jour et nuit sous la lumière crue des lampes à arc. La température extérieure atteint moins 30 degrés Celsius, mais à l'intérieur des halls de production, les hauts fourneaux maintiennent une chaleur suffocante. C'est ici, à 1800 km de Moscou, que naît le IS-2, loin des bombardements allemands qui ravagent les villes occidentales de l'Union soviétique. La production du IS-2 représente un défi logistique monumental.
Chaque char nécessite 35 tonnes d'acier spécial, 12 tonnes de fonte, 2 tonnes d'aluminium et centaines de composants mécaniques de précision. Les plaques de blindage doivent être forgées à plus de 1400 degrés Celsius, puis refroidies selon un processus méticuleux pour garantir la résistance balistique. Le moindre défaut dans la tempre de l'acier peut transformer une plaque de tourelle en piège mortel pour l'équipage lors d'un impact ennemi. L'assemblage d'un IS-2 suit une procédure rigoureuse répartie à 14 postes de travail. Le châssis, composé de plaques de blindage soudées, exige 800 heures de main-d'œuvre qualifiée. Les soudeuses, majoritairement des femmes remplaçant les hommes partis au front, utilisent des électrodes spéciales pour créer des joints capables de résister aux contraintes mécaniques du combat. La moindre cristure dans une soudure peut provoquer une rupture catastrophique sous le feu ennemi. La tourelle constitue l'élément le plus complexe. Coulée en une seule pièce de 18 tonnes, elle nécessite un moulage parfait pour accueillir le canon de 122 mm D25T. Ce canon, long de 6,3 mètres et pesant 2,5 tonnes, est installé avec une précision millimétrique. Le mécanisme de recul hydraulique doit absorber l'énergie colossale générée par chaque tir, l'équivalent de 15 tonnes de force. Les premiers prototypes ont connu des ruptures du système de recul lors des essais, obligeant les ingénieurs à renforcer toute la structure de support. Le moteur diesel V2IS représente une prouesse technique distincte. Dérivé du moteur des T34 mais suralimenté, il développe 600 chevaux à 2000 tours par minute. Sa consommation atteint 350 litres de gazole aux 100 km en conditions de combat, ce qui limite l'autonomie opérationnelle à 240 km. Chaque moteur subit 50 heures de test sur banc d'essai avant installation, vérifiant sa capacité à fonctionner dans les conditions extrêmes du front oriental, de moins 40 degrés en hiver à plus 40 degrés en été. L'intérieur du IS-2 offre des conditions spartiates pour l'équipage de 4 hommes. Le commandant occupe la tourelle avec le chargeur et le tireur, tandis que le conducteur se positionne à l'avant dans un compartiment exigu de 1,2 m de hauteur. L'absence de panier de tourelle oblige le chargeur à manipuler les obus de 25 kg en équilibre précaire sur le plan tournant. Cette configuration explique la cadence de tir limitée. Recharger le canon nécessite 30 secondes d'efforts intenses dans l'espace confiné et enfumé de la tourelle après chaque coup. Entre octobre 1943 et mai 1945, les usines soviétiques produisent 3854 exemplaires du IS-2. L'usine Kirov de Tcheliabinsk en assemble 2252 unités, tandis que l'usine numéro 200 de Leningrad contribue avec 1602 unités supplémentaires malgré les séquelles du siège allemand. La production atteint son apogée en janvier 1945 avec 350 chars sortis en un seul mois, soit plus de 11 IS-2 par jour. Chaque char coûte 350 000 roubles, équivalent à 60 T-34, réfléchissant la complexité technologique et les ressources considérables mobilisées. Les premiers IS-2 présentent des défauts de jeunesse rapidement identifiés sur le terrain. La transmission, reprise du KV-85, supporte mal le poids supplémentaire et connaît des pannes fréquentes. À partir d'avril 1944, une nouvelle transmission renforcée est installée, augmentant la réalibilité mécanique. Le blindage frontal de la coque évolue également. Les premiers modèles comportent un glacis en 2 parties soudées, créant un point faible, remplacé par une plaque unique massive de 120 mm, inclinée à 60 degrés sur les versions ultérieures. Région de Korsun-Shevchenkowski, Ukraine, avril 1944. Les 11e et 72e régiments indépendants de chars lourds de la garde reçoivent leur premier IS-2 flambant neuf. Les équipages, sélectionnés parmi les tankistes les plus expérimentés, découvrent avec un mélange d'excitation et d'appréhension ce monstre d'acier qui leur est confié. Pour beaucoup, habitués au T-34 ou au vieux KV-1, les dimensions imposantes et la complexité du nouveau char représentent un défi d'apprentissage considérable. Vous appréciez ce niveau de détails historiques ? Partagez cette vidéo avec un passionné d'histoire militaire et rejoignez les 50 000 abonnés de l'Énigme militaire qui découvrent chaque semaine des récits authentiques et méticuleusement documentés. L'instruction accélérée dure 3 semaines. Les commandants de chars apprennent à gérer la puissance du canon de 122 mm, dont le recul violent peut blesser un tireur inexpérimenté. Les chargeurs s'entraînent à manipuler les obus de 25 kg dans l'espace confiné de la tourelle, développant une technique précise pour maintenir la cadence de 2 coups par minute.
Les conducteurs doivent maîtriser un engin bien plus lourd et moins maniable que leurs anciens chars, avec une transmission capricieuse qui exige doigté et expérience. Le 17 avril 1944, les premiers IS-2 entrent en action lors de l'offensive de Lvov. La mission du 11e régiment consiste à percer les lignes défensives allemandes solidement établies autour du village de Bronitsa. Face à eux, la première division Panzer déploie une douzaine de Panthers et plusieurs canons antichars PaK-43 de 88 mm. L'artillerie soviétique pilonne les positions ennemies pendant 2 heures avant que les IS-2 ne s'élancent, suivis par l'infanterie et les T-34. Le premier duel a lieu à 1200 mètres. Un Panther allemand, caché derrière les ruines d'une ferme, ouvre le feu sur l'IS-2 de tête commandé par le capitaine Ivan Kovtunov. L'obus de 75 mm allemand frappe la plaque frontale supérieure dans un craquement métallique assourdissant, mais ricochet sans pénétrer le blindage incliné. Kovtunov identifie la position ennemie grâce au panache de fumée. Son tireur, le sergent Anatoly Grigoriev, ajuste rapidement le canon. Le coup part. L'obus BR-471 de 25 kg traverse le blindage latéral du Panther à plus de 900 mètres par seconde. L'explosion interne désintègre le char allemand en 3 secondes. Ce premier succès galvanise les équipages soviétiques. Au cours de la journée, le 11e régiment détruit 7 Panthers, 4 canons antichars et 3 bunkers en béton armé. Les pertes soviétiques s'élèvent à 2 IS-2 endommagés, mais récupérables, et un T-34 détruit. Les rapports de combat soulignent l'efficacité dévastatrice du canon de 122 mm contre toutes les cibles blindées allemandes, validant les choix techniques effectués à Tcheliabinsk 6 mois plus tôt. Cependant, les premiers compas révèlent également les limitations de l'IS-2. La cadence de tir lente place les équipages dans des situations critiques face à plusieurs ennemis simultanés. Lors d'un engagement le 22 avril près de Tarnopol, un IS-2 du 72e régiment affronte 3 Panthers embusqués. Le char soviétique détruit le premier adversaire, mais doit attendre 35 secondes avant de recharger pendant que les 2 autres Panthers manœuvrent pour le prendre de flanc. Seule l'intervention rapide de 2 T-34 d'escorte sauve l'équipage d'une destruction certaine. Les tankistes apprennent rapidement à exploiter les forces de l'IS-2 tout en compensant ses faiblesses. La tactique standard devient l'engagement à longue distance, où la puissance du 122 mm offre un avantage décisif. Les IS-2 opèrent en binôme, un char couvrant son camarade pendant le rechargement. L'infanterie et les T-34 plus rapides protègent les flancs vulnérables du colosse d'acier. Cette doctrine tactique, affinée au fil des combats de printemps et d'été 1944, transforme l'IS-2 en arme redoutable. En juin 1944, pendant l'opération Bagration qui détruit le groupe d'armées centre allemand, les IS-2 démontrent leur valeur stratégique. Le premier, le second, le 3e et le 4e régiments indépendants de chars lourds de la garde participent à l'encerclement de Minsk. Leurs canons de 122 mm pulvérisent les points d'appui allemands, ouvrant des brèches dans les lignes défensives que l'infanterie et les chars moyens exploitent immédiatement. La Wehrmacht perd 28 divisions en 6 semaines, la défaite la plus catastrophique sur le front oriental depuis Stalingrad. Altitude de Silo, 16 avril 1945, 3 heures du matin. Dans l'obscurité précédant l'aube, plus de 400 IS-2 attendent le signal de l'assaut final contre Berlin. Devant eux s'étendent les dernières défenses majeures du Reich, un réseau complexe de tranchées, de bunkers en béton armé, de fossés antichars et de champs de mines s'étirant sur 15 km de profondeur. Le haut commandement allemand a concentré ici 700 hommes, 1500 chars et canons d'assaut et plus de 9000 pièces d'artillerie. C'est la plus grande concentration de forces défensives de toute la guerre. À 5 heures précises, 22 000 canons soviétiques ouvrent simultanément le feu. Le bombardement le plus intense de l'histoire militaire transforme les positions allemandes en enfer de feu et d'acier pendant 30 minutes. Les projectiles éclairants illuminent le ciel nocturne comme en plein jour. Le grondement est si violent que les vitres éclatent à Berlin à 70 km de distance. Puis, dans le fracas ininterrompu de l'artillerie, les chars s'élancent.
Les IS-2 forment la pointe de l'assaut aux côtés des chars lourds IS-3 et des automoteurs ISU-152. Leur mission spécifique, détruire les bunkers et fortifications que l'artillerie n'a pas réussi à éliminer. Le terrain marécageux et les cratères d'obus compliquent considérablement la progression. De nombreux chars s'enlisent dans la boue, devenant des cibles faciles pour les canons anti-chars allemands PaK-43 et les nouveaux Panzerfaust portables, dont chaque fantassin ennemi semble équipé. Le lieutenant-colonel Alexei Bourdeïny commande le 68e régiment indépendant de chars lourds de la garde, équipé de 21 IS-2. Son régiment reçoit l'ordre de percer la ligne défensive principale au sud de Selo. Face à lui, le 502e bataillon de chars lourds allemands déploie une quinzaine de Tiger II Königstiger, les chars les plus puissants jamais produits par l'Allemagne. Ces monstres de 70 tonnes, armés du redoutable canon de 88 mm KWK-43 L71, représentent une menace mortelle même pour les IS-2. Le duel entre ces titans d'acier commence à 8h30. Un Königstiger, embusqué dans les ruines d'une ferme fortifiée, ouvre le feu à 1800 mètres, distance à laquelle son canon peut perforer 200 mm d'acier. Le but traverse la tourelle d'un IS-2, tuant instantanément le commandant et le tireur. Bourdeïny ordonne à ses chars de manœuvrer pour réduire la distance d'engagement. 3 IS-2 convergent vers la position ennemie sous couverture de fumigène. À 800 mètres, leur canon de 122 mm trouve la cible. 3 coups presque simultanés frappent le Königstiger. Le premier ricoche sur le blindage frontal incliné de 180 mm. Le deuxième frappe la chenille, immobilisant le monstre. Le troisième percute la tourelle latérale plus fine et pénètre. Le char allemand brûle. La bataille de Silo dure 3 jours acharnés. Les IS-2 prouvent leur valeur non pas dans les duels de chars, relativement rares, mais dans la destruction méthodique des fortifications. Les bunkers en béton armé construits avec des murs de 2 mètres d'épaisseur résistent à l'artillerie conventionnelle, mais succombent au coup direct du 122 mm. Les équipiers utilisent les obus explosifs OF-471 contenant 3,6 kg d'explosifs TNT. L'impact génère une onde de choc capable de fissurer le béton et de tuer les occupants par surpression, même sans pénétration complète. Un rapport de combat du 19 avril détaille l'action du caporal-chef Stepan Konovalov, chargeur d'un IS-2 du 48e régiment indépendant de chars lourds de la garde. Son régiment détruit ce jour-là 2 bunkers, un canon anti-char PaK-43, 3 positions d'infanterie fortifiées dans des immeubles en pierre et un Jagdpanther allemand. Konovalov manipule 43 obus de 25 kg au cours de 6 heures de combat continu, travaillant dans la chaleur suffocante et les fumées âcres de la tourelle. Son commandant le recommande pour la médaille de la bravoure, citant sa cadence de rechargement exceptionnelle, maintenant la puissance de feu du char dans les moments critiques. Le 20 avril, jour du 66e anniversaire d'Adolf Hitler, les premiers IS-2 atteignent les banlieues de Berlin. La bataille urbaine qui s'engage représente le type de combat pour lequel le IS-2 n'a jamais été conçu. Les rues étroites, les gravats, les embuscades à courte distance annulent tous les avantages du colosse soviétique. Les Panzerfaust, distribués massivement à la Volkssturm et aux jeunesses hitlériennes, deviennent la menace principale. Ces armes anti-chars portables peuvent perforer 200 mm d'acier à 30 mètres, suffisant pour détruire un IS-2 par les flancs ou l'arrière. Les tactiques s'adaptent rapidement. Les IS-2 opèrent désormais avec un soutien rapproché d'infanterie, qui nettoie chaque bâtiment avant que les chars n'avancent. Les canons de 122 mm tirent en tir direct sur les immeubles, effondrant des étages entiers pour éliminer les tireurs embusqués. Un IS-2 peut abattre un immeuble de 4 étages avec 6 à 8 obus bien placés sur les structures porteuses. Cette tactique destructrice transforme Berlin en champ de ruines, mais réduit considérablement les pertes soviétiques. Le 2 mai 1945, le Reichstag tombe. Sur les 4000 IS-2 engagés dans la bataille de Berlin, environ 350 ont été détruits ou irrémédiablement dommagés. Les équipages survivants témoignent d'une intensité sans précédent, où chaque rue, chaque intersection représentait un piège potentiellement mortel. Pourtant, le IS-2 a rempli sa mission, briser les dernières défenses du Reich par sa puissance de feu écrasante. Karl Schorst, banlieue de Berlin, 8 mai 1945, 23h01.
Dans le silence qui suit la signature de la capitulation inconditionnelle allemande, plusieurs IS-2 stationnent devant le quartier général soviétique, leurs canons de 122 mm pointés vers le ciel nocturne. Ces colosses d'acier ont traversé l'Europe depuis les steppes ukrainiennes, accumulant des milliers de kilomètres de combat. Leur présence symbolise la victoire, mais aussi l'émergence d'une nouvelle ère dans la conception des blindés. L'évaluation technique du IS-2 par les alliés occidentaux commence dès mai 1945. Des équipes d'ingénieurs américains et britanniques examinent méticuleusement plusieurs exemplaires capturés ou fournis par les soviétiques. Leur rapport souligne des points forts impressionnants. Le blindage incliné offrant une protection maximale avec un poids raisonnable, la puissance destructrice inégalée du canon de 122 mm et la robustesse mécanique du moteur diesel V2. Les faiblesses identifiées incluent l'ergonomie intérieure spartiate, la cadence de tir limitée et une optique de visée moins sophistiquée que les équivalents occidentaux. Le général allemand Hasso von Manteuffel, qui commanda la 5e armée Panzer en 1944-45, interrogé par les services de renseignement américains en juin 1945, déclare que le IS-2 représentait le char le plus redouté du front oriental pour sa capacité à détruire n'importe quelle cible blindée allemande tout en résistant aux coups ennemis. Son témoignage reflète l'impact psychologique considérable du IS-2 sur les forces allemandes durant les derniers mois de la guerre. Les statistiques de production et d'engagement révèlent l'ampleur de la contribution du IS-2. Entre octobre 1943 et juin 1945, 3854 exemplaires sortent des usines soviétiques. Environ 600 sont perdus au combat, soit un taux d'attrition de 15,5%, remarquablement bas comparé aux 45% des T-34 ou aux 60% des chars lourds allemands. Cette longévité opérationnelle reflète la robustesse de conception et l'efficacité tactique du char dans son rôle de briseur de fortification. Après 1945, l'IS-2 connaît une seconde carrière prolongée. L'armée soviétique maintient en service actif plus de 2000 exemplaires modernisés jusqu'en 1970. Les améliorations incluent de nouveaux systèmes de communication radio, des optiques perfectionnées et pour certains un moteur diesel plus puissant développant 700 chevaux. Ces IS-2M restent déployés dans les divisions blindées de la garde comme chars de rupture, doctrine tactique héritée directement de 1944-45. L'exportation du IS-2 vers les alliés du pacte de Varsovie et d'autres nations amies étend son influence géopolitique. La Pologne reçoit 72 exemplaires entre 1946 et 1949, formant le premier régiment de chars lourds. La Tchécoslovaquie acquiert 68 IS-2 qui servent jusqu'en 1965. La Chine communiste obtient environ 100 chars après 1950, les utilisant durant la guerre de Corée dans un rôle d'appui-feu statique plutôt que de combat mobile. Cuba reçoit 20 IS-2 en 1961, dont certains participent à la crise des missiles de 1962, créant des images saisissantes de ces vétérans de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de guerre froide. L'utilisation la plus tardive documentée du IS-2 en configuration de combat date de 1995, lorsque des exemplaires servent dans les forces gouvernementales durant la première guerre de Tchétchénie. Ces chars, vieux de 50 ans, conservés dans des dépôts militaires soviétiques, retrouvent une dernière utilité dans les combats urbains de Grozny. Leur blindage épais et leurs canons puissants restent efficaces contre les fortifications, bien que leur mobilité réduite et l'absence d'électronique moderne les rendent vulnérables aux armes anti-chars contemporaines. L'influence du IS-2 sur le développement des chars lourds d'après-guerre est considérable. Le IS-3, développé en 1945 avec une tourelle révolutionnaire en forme de casserole, reprend directement la philosophie du IS-2. Blindage incliné maximal et canon de gros calibre. Cette lignée culmine avec le T-10, dernier char lourd soviétique produit jusqu'en 1966, perpétuant le concept de char de rupture hérité de 1943. L'abandon définitif des chars lourds au profit des chars de bataille principaux dans les années 60 marque la fin d'une doctrine, mais l'héritage du IS-2 persiste dans l'importance accordée à la puissance de feu et à la protection blindée dans tous les chars modernes. Aujourd'hui, des dizaines d'IS-2 restaurés ornent les musées militaires à travers le monde. À Kubinka, près de Moscou, au musée des blindés de Saumur en France, au Tank Museum de Bovington en Angleterre, ces colosses d'acier témoignent silencieusement d'une époque où l'ingénierie mécanique et la volonté humaine se combinaient pour créer des machines de guerre d'une puissance dévastatrice. Les plaques de blindage boncées par les impacts ennemis, les chenilles usées par des milliers de kilomètres, les intérieurs aiguillots où 4 hommes risquaient leur vie, chaque détail rappelle la réalité brutale des combats de 1944-45.
Le IS-2 reste dans la mémoire collective comme le symbole de la puissance industrielle et militaire soviétique. Son développement rapide, sa production massive malgré les conditions extrêmes de l'économie de guerre, son efficacité tactique et sa longévité opérationnelle en font un exemple remarquable d'ingénierie militaire adaptée aux nécessités du conflit le plus meurtrier de l'histoire humaine. Vous venez de découvrir l'histoire authentique du IS-2, le colosse qui a brisé les fortifications du Reich. Si ce niveau de précision historique vous passionne, abonnez-vous immédiatement à l'Énigme militaire pour ne manquer aucun de nos documentaires exclusifs. Chaque semaine, nous révélons des histoires méconnues, des détails techniques fascinants et des récits authentiques de la Seconde Guerre mondiale que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Laissez en commentaire quel équipement militaire vous souhaitez découvrir dans notre prochain épisode. Le char américain M26 Pershing, le canon allemand PAK-44, le chasseur de chars soviétique ISU-152. Votre curiosité guide nos prochaines enquêtes historiques. Rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle révélation de l'énigme militaire.